À la une ce soir, fin de visite pour Nicolas Hulot et Annick Girardin. Ils étaient ce matin au François, au Robert et notamment au Diamant. Ils ont fait le point sur l'avancée des mesures mises en place par le gouvernement pour lutter contre la crise sargasse. Dans ce journal, il sera question de santé et cette marche mobilisatrice ce matin dans les rues de Fort-de-France. Selon les organisateurs, 2000 personnes ont défilé pour réclamer plus de moyens pour les établissements de santé. En Martinique, on prendra le pouls de cette manifestation dans un instant. Un troisième syndicat pour la police nationale en Martinique. Il existe depuis le mois d'avril. Nous recevrons Félix Terrine, secrétaire pour la Martinique, ainsi que Denis Jacob, secrétaire général au niveau national. Et puis notre reportage à Trinité. La campagne sucrière est à mi-parcours. 18 000 tonnes déjà récoltées sur les 50 000 espérées. Le raccordement de l'usine Albioma se poursuit. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. La fin d'une visite éclair. Nicolas Hulot et Annick Girardin quitteront la Martinique ce soir après s'être rendus ce matin au François, au Diamant et au Robert, au plus près des sargasses pour se rendre compte de l'ampleur de la crise, mais aussi pour apporter des solutions. Le compte-rendu de cette visite avec Alizé Lutran et Valérie Vincent. Sitôt le pied posé sur le problème, Nicolas Hulot annonce plusieurs mesures d'accompagnement pour lutter contre les sargasses qui déciment chaque jour un peu plus notre littoral. Il y a l'urgence sanitaire. Ça pour nous c'est la priorité des priorités. Donc si les doses dans une école ou des habitations est dépassée, les préfectures prendront leurs responsabilités. Ce qu'il faut maintenant c'est traiter ce phénomène sur le long cours. Et la présence de l'État c'est une présence de solidarité sur le long cours. Et on va faire en sorte de se mettre en situation, comme pour tous les événements de ce type, d'avoir un plan d'action qui soit coordonné. En matière de recherche, et notamment en matière de recherche sanitaire, pour voir les impacts immédiats, éventuellement, je dis bien éventuellement, les impacts à long terme. Là également, on va y mettre les moyens. Autre solution déjà testée dans d'autres communes, les barrages flottants. Je vois ici la possibilité peut-être qu'on a de dévier les sargasses. On va tester le dispositif. Je parlais avec les pêcheurs à l'instant. Eux, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir avoir un accès libre à la mer 365 jours. Bon, si on peut aussi dévier l'entrée du port. Seulement, tous les marins pêcheurs n'y voient pas une solution pour leur activité. Ça nuit un peu, parce que j'ai l'impression que ça empêche aux dorades particulièrement de grossir. C'est un effet, c'est un truc que j'ai remarqué. Donc, il y a beaucoup de poissons, effectivement, mais ils sont tout petits. Le duo de ministres poursuit sa visite en direction du François, là où la société Holdex transforme les sargasses en engrais. Ça fait à peu près 5 ans que nous travaillons sur le sujet, mais réellement nous avons réalisé des expérimentations qui se sont avérées positives. Et la prochaine étape, effectivement, c'est de pouvoir réussir à mettre en place ces infrastructures nécessaires pour pouvoir revaloriser pleinement les algues sargasses à hauteur de 30 000 tonnes annuelles. Pour soutenir ce genre de projet et financer de nouvelles technologies qui permettraient de ramasser les algues en 48 heures, la ministre des Outre-mer a sollicité une aide financière de l'Europe à hauteur de 5 millions d'euros. Une enveloppe que les ministres espèrent recevoir en début d'année prochaine. Et lors d'une conférence de presse, les ministres de l'Outre-mer et de la Transition énergétique ont annoncé, on vient de l'entendre, une enveloppe supplémentaire, 3 millions d'euros pour lutter contre les sargasses. Engagement également du gouvernement, un ramassage sous 48 heures. On écoute la ministre Annick Girardin tout de suite. Aujourd'hui, c'est un plan national que nous sommes venus annoncer pour aller au-delà de l'urgence et s'installer dans la durée. Nous avons également nommé un préfet coordinateur qui est chargé effectivement de la question des sargasses, M. Serge Bidot, qui est à nos côtés, qui a été justement nommé pour travailler sur ces plans sargasses. Plan national, plan local, pour que comme pour le séisme, comme pour toute autre catastrophe, nous puissions dire que quand on appuie sur le bouton, il y a bien une réaction en chaîne qui se fait et chacun est positionné là où il doit être positionné. Deuxièmement, une enveloppe de 5 millions d'euros pour l'achat de matériel de ramassage, notamment bien sûr innovant, et nous en avons vu sur le terrain. On renforce également les prévisions, parce que plus on aura de l'information suffisamment à l'avance, mieux on sera prêt pour y répondre. Et puis le déploiement également de capteurs pour mesurer l'impact sur la santé, il nous faut aller plus loin. Mais le but, c'est pas d'aligner des chiffres, c'est d'être opérationnel et d'être dans la durée, tous ensemble, pour répondre aux besoins qui se font sentir. Et puis le dernier sujet, c'est bien le soutien aux acteurs de cette crise, aux acteurs économiques de cette crise. Je pense au tourisme, au commerce, à la pêche,
qui ont été impactés. Et je veux dire que ceux-là ont été aussi impactés avant par Irma, par Maria, et qui avaient déjà une fragilité dans certains domaines. Nous allons utiliser tous les outils de droit commun, bien sûr, parce que c'est extrêmement important qu'on puisse vous aider dans les délais de paiement du RSI, sur le recouvrement des charges sociales, mais peut-être aller au-delà dans l'accompagnement qui sera nécessaire au cas par cas. La ministre de l'Outre-mer qui a reçu cet après-midi des membres du collectif CHUM Nous en devons. Voilà ce qui nous amène à notre deuxième titre de l'actualité. Deuxième journée de mobilisation pour ce collectif. Ce matin, une marche a rassemblé près d'1 millier de personnes dans les rues de Fort-de-France, professionnels de santé ou citoyens ordinaires. Objectif, faire entendre au gouvernement le manque de moyens réservés à la santé des Martiniquais. Le reportage de Yohan Boulard. Des 12 roues pour en imposer à l'État. Deuxième jour de mobilisation avec cette fois l'appui des transporteurs. L'hôpital c'est la primordiale. À tout moment, on fait pas on arrive à l'hôpital. Aux côtés de ces géants d'acier, le personnel hospitalier et la population bien décidés à se faire entendre. Nous n'y cordons, nous n'y sargasses, nous n'y la brume, et puis l'hôpital la malade qui a parlé de nous, tipi, calmine. Monsieur Zobda a tout fait correctement pour qu'on puisse avoir des soins pour nos malades décemment. Et maintenant, l'hôpital passe de vie à trépas. C'est un mouvement résolument populaire et qui témoigne de l'adhésion de la population martiniquaise. 50 millions sont nécessaires au fonctionnement de la structure. La dette aux fournisseurs, elle, ne cesse de se creuser, alors le privé et le public font front commun. Nous interpellons encore la population sur tous ces problèmes. S'il n'y a pas de santé en Martinique, c'est un danger grave pour la population. On peut se retrouver sans médicaments, on peut se retrouver sans lingerie pour les patients. Outre le manque de moyens, les locaux vétustes, le manque d'effectifs, le management des 10 dernières années aurait fait fuir les spécialistes. Par exemple, vous n'aurez plus d'hématologue. Je ne sais pas qui va faire les chimiothérapies pour les maladies du sang dans quelques mois. Il fallait donc frapper un grand coup. À quelques semaines du retour au ministère de la Santé, des 3 directeurs par intérim. La population qui, au travers de différentes associations, nous a apporté son soutien ce matin et fait la démonstration qu'elle est debout pour défendre la santé en Martinique. Difficile alors de faire la sourde oreille. Élus, syndicats, organismes sociaux, tous ont marché aujourd'hui tel un seul homme. En attendant la mobilisation de demain, les drapeaux militants auront été hissés haut, aux côtés de celui de la République. En bref, un homme est décédé ce matin des suites d'un accident de travail à Schellcher. Il a été écrasé par des tubes en métal. Transporté à l'hôpital Pierre Zobda Kittmann, il est décédé des suites de ses blessures. Et puis justice avec cette audience devant la Cour d'appel de Fort-de-France. Pascal Safache, Fred Selimène ont comparu dans l'affaire des archives régionales. Elles avaient été transférées au sein de la bibliothèque universitaire sans passer d'appel d'offres. Serge Letimi, qui était président du conseil régional de l'époque, devait donc intervenir en tant que témoin assisté. Écoutez la réaction de l'avocat de Pascal Safache, maître Raymond Hauteville, au micro de Yohan Boulard. La loi sur les marchés publics dit qu'il doit avoir un appel d'offres pour les contrats de prestation de services. Le contrat par lequel l'université a mis à disposition une partie de ses locaux n'est pas un contrat de prestation de services. C'est un contrat de mise à disposition de locaux et par conséquent, ce contrat ne relève pas de la réglementation sur les marchés publics. Le même juge d'instruction, lorsqu'il a entendu le président du conseil régional, il a admis qu'il n'avait pas d'éléments, d'indices précis et concordants prouvant que le président du conseil régional ait violé, ou du moins a violé la loi sur les marchés publics. Par conséquent, moi, on ne peut pas me dire qu'on me met en recel de violation de la loi sur les marchés publics, puisque le recel, c'est une infraction secondaire. Pour qu'il y ait recel, il faut qu'il y ait une infraction principale. Donc s'il n'y a pas violation de la loi sur les marchés à titre principal, il ne peut pas avoir de recel. Et la décision du tribunal est attendue le 31 juillet prochain. C'est une campagne qui s'annonçait difficile et selon les responsables de l'usine du Galion, tout va bien. La campagne sucrière est à mi-parcours et les objectifs de récolte sont pour le moment atteints, conformes aux prévisions, malgré un retard au démarrage. Le reportage d'Alizé Lutran et de Valérie Vincent.
Depuis le début de la campagne, 18 000 tonnes de canne ont été traitées. Exit l'ancienne chaudière de la sucrerie. La bagasse est désormais envoyée juste derrière, directement vers la centrale thermique. La connexion entre les deux usines a finalement retardé d'1 mois et demi le début de la campagne sucrière. Malgré cette nouvelle configuration, les résultats sont au rendez-vous. Nous ne sommes plus un producteur d'énergie, donc ce qui veut dire que nous devons donc gérer cette énergie et donc la vapeur en particulier avec beaucoup plus d'attention que précédemment. Et donc c'est ce que nous faisons, c'est ce que nos équipes apprennent au fur et à mesure. Le tonnage de canne sur lequel nous comptons, il est de 40 à 45 000 tonnes. Aujourd'hui, on a passé à peu près 18 000 tonnes de canne. D'accord ? Donc je pense que d'ici mi-juillet, nous passerons en tout cas le tonnage qui reste. Même si les deux entités ont pu être reliées, après des mois de débats houleux, la sucrerie n'est pas pour autant sauvée. Car à presque 30 ans, le site a désormais besoin d'un lifting complet. Il faudrait environ 4,5 millions. Bien sûr, des demandes ont été déposées dans le cadre des dispositifs européens. Donc nous avons déposé des demandes. Nous attendons maintenant la réponse. Des demandes qui ont été déposées quand même depuis août 2016. Donc j'espère que la réponse nous parviendra d'un moment à l'autre, compte tenu du fait que nous relançons régulièrement l'autorité de gestion, c'est-à-dire la collectivité territoriale de Martinique. Donc nous attendons la réponse pour avoir ces fonds. En attendant ces financements, la campagne prendra fin mi-juillet. La prochaine est d'ores et déjà programmée pour février 2019. En bref, la procédure d'alerte pour la qualité de l'air a été activée en Martinique. On le regarde ensemble, les 10 linéaires étaient de 10 aujourd'hui. Il est prévu de 9 pour demain. Le préfet a déjà pris un ensemble de mesures pour diminuer la concentration des particules fines dans l'air. Sont interdits notamment les feux de jardin ou encore la vitesse qui doit être également réduite à 70 km/h sur les portions habituellement limitées à 80 ou 90 km/h. C'est le moment de retrouver nos invités ce soir. Denis Jacob, bonsoir. Bonsoir. Et Félix Terrine, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes tous les deux, comme je le disais en titre, les représentants du syndicat Alternative, un syndicat qui existe depuis seulement plusieurs mois en Martinique, depuis le mois d'avril. Première question, Félix Terrine, à quoi ça sert un troisième syndicat de police en Martinique? Alors tout d'abord, Alternative Police n'est pas un troisième syndicat, puisqu'on existait sous l'égide de la CFDT, et donc il était tout naturel pour nous, n'ayant pas trouvé des motivations dans les autres organisations, dans les organisations qui en place en Martinique. Nous n'avons pas trouvé le fibre syndical, nous n'avons pas trouvé l'essence même. Et d'ailleurs, ça a été traduit au niveau national par nos collègues qui ont été dans la rue, non pas à titre syndical, mais qui ont mené des actions dans les rues pour prouver qu'ils se détachaient aux organisations clés qui étaient en place en métropole. Donc, Alternative Police en Martinique n'est pas une nouvelle organisation, ce n'est ni plus ni moins que l'organisation, la CFDT, qui existait au préalable, mais qui n'avait pas de section sur la Martinique. C'est chose faite depuis le 12 avril de cette année. Merci pour ces précisions. Alors justement, comment ce sera la continuité de la CFDT Police vis-à-vis des autres syndicats, notamment Alliance et CAGP? Donc, ce ne sera pas une continuité, ce sera une autre manière, une autre approche envers nos collègues ici en Martinique de comprendre le fonctionnement du syndicat, puisqu'il y a eu un désir fort de nos collègues, puisque depuis notre création, nos rangs ne cessent de grandir en nombre, qui prouve qu'il y avait une attente de la part des collègues face aux organisations existantes, puisqu'il y a une certaine pratique que les collègues regrettent énormément et qui a pris place en Martinique, que nous rejetons également au sein donc, de Alternative Police. Alors vous parlez de la tambouille syndicale, évidemment, on ne va pas vraiment en parler ce soir. On va revenir avec vous, Denis Jacob, vous êtes le secrétaire général de ce syndicat. Quelle est la philosophie? La philosophie, alors pour les plus jeunes, ça pourrait paraître comme novateur, mais en fait, le principe général de notre organisation syndicale, c'est de revenir aux fondamentaux du syndicalisme, c'est-à-dire la défense de l'intérêt collectif. Alors qu'aujourd'hui, les autres syndicats dits historiques sont tombés plus
dans une défense individualiste, voire clientéliste des intérêts des agents. Donc on veut revenir aux fondamentaux du syndicalisme qui consiste avant tout à défendre les intérêts collectifs. Et les intérêts collectifs, ce sont les conditions de travail en premier lieu. Alors justement, quelles sont les difficultés rencontrées au quotidien par les policiers martiniquais? On avait reçu d'ailleurs notamment M. Louis Berthet, qui représente le syndicat Alliance ici. Il nous parlait notamment de manque d'effectifs, de problèmes de moyens. Est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde? Tout à fait. Bon, nous avons quand même des points communs, puisque nos revendications se rejoignent à quelque chose près. Le recrutement se fait de manière chaotique en Martinique et il y a une diminution flagrante des effectifs qui engendre les problèmes que nous connaissons et ce qui, inévitablement, entraîne des conditions de travail catastrophiques. Donc, il est vrai que, pour vous donner un exemple très simple, nous avons nos jeunes qui ont été reçus au concours de gardien de la paix. Ils se voient donc un refus de la part de notre administration de les intégrer le plus rapidement en police parce qu'ils font l'objet d'une discrimination, on va dire, puisque dans le même temps, les jeunes qui sont reçus au concours vers la métropole se voient déjà recrutés alors qu'eux, ils sont obligés d'attendre des mois. Tout ça simplement parce qu'ils doivent combler le manque d'effectifs des fonctionnaires titulaires qui sont donc en fonction en Martinique. Ça vous donne un petit peu l'idée de l'ampleur donc de ce déficit de fonctionnaires sur le département. Alors parmi les autres problématiques, il y a également le retour des fonctionnaires ultramarins dans leur territoire d'origine. Quel est le poids de votre syndicat au niveau du ministère pour essayer de convaincre la direction générale de la police de faire revenir en priorité les policiers ultramarins dans leur territoire? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Alternative Police, c'est un jeune syndicat, mais qui est affilié à la CFDT, qui est la 4e organisation représentative au ministère de l'Intérieur. Donc, qui a ses entrées jusqu'au ministre et qui fait valoir ses revendications. Donc, on porte bien évidemment les dossiers ultramarins. C'est un véritable problème. Il y a 15 jours, j'étais à La Réunion, donc je fais le tour des départements et territoires d'outre-mer. Et ça, c'est un problème vraiment très important que le retour des originaires sur leur territoire de naissance. Je pense qu'il y a une véritable réforme à mener en la matière et peut-être faire un parallélisme des formes entre les contrats de métropolitains qui viennent en Martinique et de la même manière des Martiniquais qui pourraient potentiellement aller en métropole sur leur demande sur simple contrat et au bout de 4 ans, puisque c'est le nombre d'années qu'il faut pour les métropolitains ici en Martinique avant de repartir en métropole, mais que le Martiniquais parte en métropole pour un contrat de 4 ans et à l'issue de son contrat de 4 ans qu'il puisse revenir sur son département. Alors, dernière question de manière générale, comment ça se passe le dialogue social au sein de la police nationale? On sait que dans les entreprises privées, même dans le secteur public, il y a quelques difficultés, beaucoup de manifestations. Au sein de la police nationale, il y a des règles qui sont un petit peu différentes en termes de manifestations. Est-ce que vous considérez qu'il faut changer le cadre législatif pour permettre aux policiers de s'exprimer plus souvent et plus fort sur leurs problématiques? Alors, changer le cadre réglementaire de l'expression syndicale dans la police nationale, peut-être pas, mais déjà changer les pratiques internes. Voilà, aujourd'hui, le dialogue social dans la police nationale, c'est vraiment très atypique. C'est-à-dire qu'à grande majorité, les syndicats prennent les décisions dans les comités techniques et à parité avec le ministère de l'Intérieur dans la gestion des carrières. Il faudrait peut-être déjà commencer par respecter les textes en vigueur, c'est ce que nous revendiquons depuis notre création, et quand on commencera à respecter les textes en vigueur en toute transparence sur une bonne et vraie gestion des carrières, le dialogue social se déroulera déjà différemment. Après, bien évidemment, il y a des sujets cruciaux qui sont à l'ordre du jour, notamment par le gouvernement sur la réforme des retraites pour les régimes spéciaux. On en fait partie dans la police nationale. Le régime spécial de la police nationale a été acquis en 1948 contre l'abandon du droit de grève. Si le gouvernement revient sur les acquis que l'on a obtenus contre l'abandon du droit de grève, il est bien évident qu'il faudra aussi revoir, à l'inverse, certains acquis qu'on a perdus et nous les redonner. Alors, dernière question, Félix Thérine. Combien d'adhérents vous disposez au sein de ce syndicat aujourd'hui? Alors là, ça c'est une question à laquelle je ne donnerai pas de réponse parce qu'en fait, vous savez qu'à la création donc, de cette section en Martinique, certains fonctionnaires ont été un peu réticents. Réticents pourquoi? Parce que vous avez, quand il y a des organisations qui sont implantées et qui ont
très souvent, puisque c'est le cas en Martinique, qui sont près des directeurs, qui sont près des commissaires. Vous savez, rien que pour ça, un fonctionnaire peut se voir évincé à l'avancement, rien que pour son appartenance dans une organisation syndicale. Alors, en toute honnêteté, je ne vais pas vous donner le nom, parce que je sais que l'administration voudrait que on puisse leur dire nous avons tant d'adhérents. Je sais qu'il y a, vous savez, à la fin de l'année, il y aura les élections. Et tout le monde se fait déjà des projections sur que va devenir ou quelles seront l'issue de ces élections. On verra cela après le 6 décembre. Écoutez, merci beaucoup de votre réponse, même si on n'aura pas la réponse à notre question. Merci d'être venu ce soir nous parler de ce syndicat installé depuis le mois d'avril ici en Martinique, le syndicat Alternative. Restez avec nous à suivre dans votre journal découverte du couac, une monnaie d'échange alternative en circulation depuis le mois de mars en Guyane. Et puis votre JT des communes ce soir nous emmènera au Lamentin. Vous entendrez la colère des parents et des riverains de l'école du quartier Bélem. 30 000 billets en circulation depuis le mois de mars. La Guyane dispose d'une monnaie complémentaire. Objectif des créateurs, favoriser l'économie locale. Voyez ce reportage de nos confrères d'ATV Guyane. Plus d'un trimestre s'est écoulé depuis le lancement de la monnaie couac, monnaie locale guyanaise. 30 000 de ces billets très colorés ont été mis en circulation pour favoriser l'économie circulaire qui s'inscrit dans le cadre du développement durable. J'ai trouvé que c'était très intéressant, c'était une bonne initiative. Après, il faudrait que ça décolle et que ça se développe beaucoup plus que ce que c'est maintenant. Participer à l'économie guyanaise de façon totalement locale et puis juste les billets sont beaux, quoi. Donc ça change et c'est une alternative à l'euro, c'est toujours intéressant. Ouais. Il faudrait pouvoir essayer aussi d'adhérer l'ensemble des commerçants chinois et l'ensemble des commerçants en général de Guyane. Ce serait une bonne chose. Aujourd'hui, l'heure est au bilan de ces 3 premiers mois avec un timide démarrage pour l'association Couac la Guyane qui compte désormais une 50aine de membres. C'est vrai que les gens sont toujours un petit peu timides parce qu'ils demandent est-ce qu'il y a un annuaire des associations et des professionnels du couac, et puis eux-mêmes les professionnels demandent s'il y a beaucoup d'adhérents, donc bon voilà, c'est un peu le serpent qui se mord la queue encore une fois, mais ça c'est le jeu classique de toutes les mises en place de ce type d'association, donc non, ça reste quand même bien perçu sur le territoire. Et voilà, là, je pense que quand on pourra vraiment professionnaliser et avoir une action vraiment constante, régulière et professionnelle sur le territoire, ça permettra vraiment là de déployer beaucoup plus fort. L'association tiendra sa première assemblée générale en cette fin de mois. Pour échanger des euros contre des couacs, vous pouvez vous rendre sur le site internet couacguyane.fr pour plus d'informations. Voilà pour ce reportage sur cette monnaie alternative en Guyane. C'est l'heure de retrouver votre JT des communes. Et direction le quartier Bélem au Lamentin. Habitants et parents d'élèves sont en colère. Les abords de l'école Bélem sont extrêmement dangereux pour les piétons. Plusieurs associations réclament des aménagements pour faire entendre leur voix. Ils ont manifesté ce matin. Voyez le reportage d'Hubert Bornil et de Loïc Régis. Ça, c'est une situation qui ne peut pas continuer encore. Les gens de Bélem disent qu'ils en ont assez. Depuis 3 ans, en effet, qu'ils subissent cette situation. Regardez déjà des îlots qui ont été faits ici, mais très serrés. Souvent, des véhicules éclatent leurs pneus. Les piétons sont obligés de marcher à même l'herbe et souvent se font frôler carrément par les voitures. Ma fille a pris 2 fois un rétroviseur au niveau du bras. Donc oui, c'est hyper dangereux. Un accès de colère qui prend un ton de responsabilité, c'est ainsi que l'on peut qualifier cette réaction des riverains. Beaucoup sont des parents de jeunes enfants, à l'exemple d'Aurélie. En cause, l'insécurité ambiante à cet endroit de la RD15. S'il n'y a pas encore eu jusqu'à présent d'accident grave, c'est presque par miracle. La nuit, les gens qui marchent à pied, des petits jeunes qui rentrent en cité à pied, c'est très dangereux. Hier, je trouvé comment marcher là pour la première fois. Moi-même dis que non, on ne peut pas être dans une situation comme ça. Moi, j'ai 2 collégiens en fait, qui font tout le trajet de la résidence pour venir à cet abri de bus. Et en fait, c'est hyper dangereux. Le matin, surtout en fin d'année, en fait, les enfants se retrouvent à une période où il fait noir tardivement. Donc les véhicules ne les voient pas. Tôt ce matin, un barrage a été mis en place. Ceci a eu pour effet d'alerter les autorités. L'épave a par la suite été enlevée, mais la détermination des manifestants reste intacte. Si on ne bloque pas, on ne fait pas quelque chose, on ne fait pas une manœuvre,
ça ne va jamais se débloquer. Parce que ça fait 3 ans ces provisoires-là. Et tous les jours, il y a un enfant qui est fauché par un rétroviseur. Les rétros touchent les enfants. Et c'est ça que les gens ne sont pas conscients, parce qu'il n'y a pas encore un accident. Plus tard, une rencontre est programmée en mairie du Lamentin avec les élus de la ville et des représentants de la CTM. Des pistes sont rapidement envisagées. Dans un premier temps, la mise en place d'un ouvrage temporaire en attendant les travaux d'ensemble prévus de longue date par la CTM. La solution provisoire sera certainement de créer un trottoir qui ne sera pas un trottoir définitif, avec toutes les assises qu'il faut. Créer peut-être un espace de protection en grillage, etc., pour séparer la voie de la partie cheminement piétonnier. Puis peut-être mettre des massifs béton autour pour sécuriser. Voilà qui pourrait rassurer les riverains, en tout cas une affaire pour laquelle nous restons en alerte. Et on espère qu'une solution sera trouvée évidemment pour la sécurité de tous aux abords du quartier Belém. Un coup d'œil sur l'EFS Martinique, le planning don du sang. Demain, rendez-vous au centre commercial La Galeria entre 9h et 14h avec toute l'équipe de l'EFS Martinique. Restez avec nous dans quelques instants, la suite de votre tranche info avec votre rendez-vous en Tchèpeya présenté par Régine Germani. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.